La France métropolitaine est un pays de 551 500 km² situé en zone tempérée. Sa géographie en fait un pays idéal pour pratiquer l'aviation de plaisance. L'aviation des plaines et des vallées, des champs et des forêts, des fleuves, des montagnes et des lacs. Sa météorologie est tolérante pour les petits avions et les pilotes épicuriens. C'est un pays où il fait bon voler. Et c'est aussi une culture qui a autrefois inventé l'aviation. De nos jours, le ciel français est utilisé par des machines que des bureaucrates peu portés sur la poésie ont baptisées ultra-légers motorisés ou ULM. Voler est un acte très français, voire gaulois, même si les Gaulois avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. Et comme disait quelqu'un, pour voler, il faut du ciel et aussi des bases, ici appelées bases ULM. Celle-ci, située au cœur du sud-ouest, près du bourg ancien de Montpezat, porte le nom de Syntex. C'est la plus belle base ULM d'Europe et on y pratique la totalité des disciplines de l'aviation de plaisance, de l'initiation jusqu'au niveau le plus élevé du pilotage professionnel des ULM. On peut s'y installer comme dans un monastère du pilotage, on peut y prendre une chambre, on peut s'y alimenter façon sud-ouest et voler jusqu'à plus soif. La base Saint-Exupéry de Montpezat est dirigée par l'homme en chemise blanche, Philippe Boucherat, pilote, instructeur et qui fait partie de ceux qui, dans les années 70-80, ont aidé à naître le mouvement ULM français et la fédération qui le gère, la FF Plume. La base Saint-Exupéry, c'est la carte multipass de l'ULM. On peut y acheter ou louer des machines, les faire entretenir, apprendre à piloter, se perfectionner, devenir instructeur. Mais d'abord, définissons ce mouvement. Il y a environ 3500 avions dans les aéroclubs. Il y a 13 000 ULM pour 15 000 licenciés. Bon, la messe est dite, c'est clair. Hein. C'est une fédération de propriétaires. Et c'est ce qui en fait son identité. Il y a en gros combien d'aérodromes en France qui pratiquent de l'aviation traditionnelle légère? À peu près 500, mais il y a combien de plateformes ULM en France? Alors, il y a environ 800 plateformes ULM en France, sans compter les aérodromes. Il est vraiment difficile de connaître le nombre exact. Beaucoup de propriétaires ayant leur propre petit terrain, qu'ils utilisent à titre occasionnel, puisque c'est un avantage de l'ULM. On a une ouverture illimitée de plateformes en France grâce à cette législation ULM pure et dure. D'un côté, on a des chiffres qui montrent qu'il y a plus d'ULM qu'il y a d'avions. Il y a pour l'instant plus de pilotes d'avions que de pilotes d'ULM répertoriés. Mais d'un autre côté, les proportions sont en train de s'inverser. On est en train de voir une émergence de l'ULM. Et l'ULM est peut-être non pas en train d'enterrer l'aviation traditionnelle, mais en train de la remplacer dans une grande mesure. Oui, j'irai pas jusque-là, parce que bon, on a quand même une identité dans l'aviation générale qui va perdurer, je l'espère aussi. Mais c'est vrai que pour des raisons économiques, pour des raisons de liberté, pour des tas de raisons aussi de propriété, l'ULM est en train de prendre un petit peu le dessus aujourd'hui, et c'est vrai qu'elle est en évolution positive, alors que l'aviation générale aujourd'hui est malheureusement en évolution négative. C'est vrai qu'on est dans un carcan administratif au niveau de l'aviation générale aujourd'hui qui met des aéroclubs dans des situations dramatiques. L'ULM sauve un petit peu ces aéroclubs et leur permet, en rentrant bien sûr un peu d'argent pour pouvoir continuer leur activité, de faire tourner leur avion. On a déjà pas mal de cas où l'ULM fait vivre l'aviation générale. Ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus d'aéroclubs le comprennent. L'ULM n'est pas seulement une autre façon de pratiquer l'aviation de plaisance. À bord de ces petites machines, par beau temps, le moindre vol devient une découverte. Voler, c'est se séparer du temps présent pour entrer dans un univers suspendu entre un décollage et un atterrissage. Chaque vol devient une sorte de petite vie. C'est une quasi-philosophie en grande partie mise en place par un homme, Dominique Méreuse, pilote, président de la fédération FF Plume, est malheureusement récemment disparu.
Pour Meyreuse, l'important était que voler permet de rechercher une certaine forme de bonheur. Un bonheur complexe, mélange de technique, d'aventure, de dépassement de soi, de maîtrise, de découverte. Pour Meyreuse, voler devait être accessible au plus grand nombre et de la manière la plus simple et la moins bureaucratique qui soit. Pour Meyreuse, voler devait apporter la troisième dimension à ceux qui auraient fait l'effort de s'y mettre. Car vu d'un peu haut, le pays de France est souvent et simplement magnifique. Meyreuse ressentait tout ça et en avait fait une doctrine positive aidée d'une équipe aux motivations missionnaires. Pour ces gens-là, voler, c'est simple et c'est beau. Aller discrètement se poser sur la petite piste d'un ami fermier, taillée et balisée comme un jardin ouvert vers le ciel, ça, c'est du bonheur façon Meyreuse. Et sur le plan du pur pilotage, qui est parfois de très très haut niveau, eh bien ça vaut bien les beaux moments des pilotes de brousse. En ULM, la machine est secondaire par rapport à l'humain qui la fait voler. La machine est généralement simple, légère et souvent vraiment dépouillée. Le dépouillement et la simplicité peuvent devenir élégance. Et si les grands génies de l'architecture du XXe siècle revenaient, les Wright, Le Corbusier ou Mallet Stevens, ils se reconnaîtraient dans ces petites machines volantes si efficaces. La France survolée en ULM devient un gigantesque terrain d'aventures inépuisables. Et tout cela s'appuie sur une réglementation extraordinairement ouverte. Pour définir très rapidement l'ULM c'est de l'aviation de plaisance, avec 2 personnes à bord au maximum, sur des machines qui sont théoriquement très simple d'emploi, très simple de maintenance, et pour des pilotes où l'accès à la position de pilote commandant de bord est également simplifié, par exemple vis-à-vis de la visite médicale. Oui. Alors, bon, quand on dit les pilotes avions viennent à l'ULM parce que, à cause du médical, c'est faux. Il y a une très faible proportion de ce côté-là qui migre vers l'ULM, mais ce n'est pas du tout la raison. C'est pas du tout la raison. La raison numéro 1, c'est la possibilité d'avoir une liberté incroyable et de ne plus, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, Bernard, de ne pas rentrer dans ce carcan administratif qui aujourd'hui excède un petit peu tout le monde, quoi. C'est vrai. Les premiers ULM pendulaires sont apparus en France en 1974, rapidement suivis des premiers 3 axes qui ne sont jamais que des avions très légers. En 1989 a été fondée la FF Plume, la fédération, et la définition légale et technique des 6 classes d'ULM se trouve dans des arrêtés publiés en 1998 et 2010. Un ULM ne peut dépasser 75 kW de puissance, c'est-à-dire une centaine de chevaux. Sa masse maximale est fixée, s'il est équipé d'un parachute, à 472 kg et demi. Sa vitesse de décrochage ne peut être supérieure à 65 km/h. On peut être breveté pilote d'ULM à partir de 15 ans après avoir passé une épreuve d'État qui est composée de 40 questions et après avoir été formé en pratique par un instructeur qualifié. C'est un système simple et efficace. L'État, à travers la direction de l'aviation civile, délivre un brevet et la formation est assurée par un personnage autour duquel gravite l'existence même de toute l'activité, l'instructeur. Ce jour-là, Bernard venait de terminer sa formation d'instructeur. Avant, Bernard était un virtuose de la mécanique des fluides. Comment passe-t-on de la mécanique des fluides au rôle d'instructeur de pilotage ? C'est vraiment une vocation tardive parce que à 58 ans, j'aurais même pas imaginé que j'allais apprendre à voler. Des événements de santé m'ont montré que j'aurais pu quitter cette terre rapidement. Et j'ai vraiment décidé de faire autre chose, de changer de vie. Être instructeur, c'est une responsabilité. Oui. On a l'impression qu'on entre quand même dans une démarche qui est une démarche quand même
sérieuse, même si, après tout, on fait ça pour le plaisir et pour s'amuser. Mais c'est sérieux de se faire plaisir. Donc, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas la même rigueur que l'avion. Il y en a au moins autant, parce que souvent, les machines sont relativement fines. Il faut être très vigilant par rapport à la météo. Et en plus, on a une responsabilité énorme, c'est celle de dire maintenant, ça y est, tu es prêt. Donc, au début, j'avais imaginé, moi, que ça se cantonnait à bien travailler moi, à avoir des belles leçons, à avoir... Et puis je me suis rendu compte que toute la partie humaine et psychologique était aussi importante. En ULM, on est intégralement responsable de sa machine et donc Bernard l'instructeur fait lui-même, à partir d'un camion-citerne high-tech, le plein de Skyleader sur lequel il va donner sa première leçon à Marie-Françoise. Marie-Françoise, que tout le monde appelle Misou, avait commencé à piloter il y a bien longtemps. Et pour elle, c'est donc un décollage de retrouvailles. Isabelle, qui vient du pendulaire, est avec Philippe en début de formation au pilotage des multi-axes. On va commencer par un virage très simple, un virage école à 30 degrés d'inclinaison, donc faible inclinaison, et donc en utilisant bien sûr les actions du manche et des pieds éventuellement. On va faire des virages en 360 degrés par la gauche, pour pouvoir maîtriser, avoir le temps de maîtriser son inclinaison et son assiette. Le paramètre le plus important, c'est la sécurité. Ça, je veux te voir tourner la tête à chaque fois que l'on va mettre le manche pour s'incliner. Tu vas mettre ce point-là, le bout de la latte, de la première latte, sur la ligne d'horizon. D'accord ? Ça va être donc comme ça, et ça sera ton repère à 30 degrés sur la gauche. En ULM, c'est simple et rapide. Du cours théorique à la mise en pratique, il ne se passe que quelques minutes. Le pilotage d'un ULM est une stricte affaire de vol à vue. Les instruments de bord ne sont là que pour apporter quelques données techniques et basiques. La trajectoire se construit en regardant au dehors, en choisissant une route et en utilisant les commandes pour la matérialiser. C'est aussi simple finalement que de conduire une auto ou une moto. Mais là où ça change, c'est qu'on fonctionne en 3 dimensions. Il faut patiemment apprendre à regarder, il faut ressentir des sensations nouvelles et les comprendre, il faut écouter l'instructeur et analyser ce qu'il dit et tout ça, évidemment, en même temps. Pour certains, c'est facile et quasi instinctif, pour d'autres, ça prend un peu de temps. Dans le monde de l'ULM existent des personnages qui pourraient aider au casting de certains space opéras hollywoodiens. Sur cette base, André est instructeur et responsable de la formation. Il instruit sur multi-axes, sur lesquels il forme aussi des instructeurs et des futurs pilotes professionnels d'ULM. André a son style posé et précis. Pas un mot plus haut que l'autre, d'autant que les mots sont rares. André est aussi instructeur sur autogire. L'autogire est un concept intrigant. Ça ressemble à un hélicoptère et ça n'en est pas un. C'est un peu un avion et ça n'en est pas un. C'est même un peu une sorte d'ULM pendulaire puisque l'aile est articulée au-dessus de la nacelle et ça n'en est pas un. L'autogire est en train de connaître une sorte d'explosion dans le monde ULM. Le savoir ferait certainement bien plaisir à Juan de la Cierva, l'Espagnol qui inventa avec succès le concept de l'autogire dans les années 20. C'est-à-dire que si on coupe le moteur... Et Isabelle, qui veut aussi apprendre à piloter des autogires, découvre avec André cette étrange et fascinante machine volante. Une nacelle qui évoque un peu celle d'un pendulaire avec son moteur propulsif, surmonté d'un mât au sommet duquel tourne en roue libre l'aile de l'engin, le rotor.
Une petite inspection visuelle, il n'y a rien qui... C'est un peu comme sur un hélico, sauf que le rotor n'est pas entraîné par le moteur, mais par le vent relatif créé par le déplacement même de l'autogire. Ça se pilote un peu comme un avion, puisque la sustentation naît de la vitesse, mais aussi un peu comme un hélico. C'est totalement fascinant, avec une maniabilité étonnante, une indifférence superbe aux turbulences et en plus un certain parfum de Mad Max. Dominique Méreuse, sans lequel nous n'en serions pas là, et merci à lui. Dominique disait l'ULM, c'est sur le plan humain, c'est la liberté et la responsabilité. Tu as tout dit dans ces deux mots. Nous devons être responsables et c'est un petit peu ce que l'on peut reprocher à l'aviation générale, où ils ont tendance à se reposer sur des organismes de contrôle, de ci, de ça. Alors ils disent « Oh là là, nous, le moteur, on est sûr que ça marche, ça a été vérifié, etc. etc. » Ce qui est heureusement le cas à 99%. Par contre, dans l'ULM, c'est vrai que l'on a cette responsabilité et l'on doit être beaucoup plus attentif à nos machines, notamment dans le vieillissement de nos machines. Si on en a les compétences, on peut le faire soi-même, mais on peut se rapprocher de tas d'ateliers qui sont dans des infrastructures aussi bien avions qu'ULM, qui sont très sérieuses. Laisser et montrer sa machine à un mécanicien compétent, c'est capital. Pas loin de 15 000 ULM en France et le phénomène est planétaire. Une belle industrie est née de ce succès, par exemple avec le motoriste autrichien Rotax, dont l'origine remonte aux années 20 et qui au total a vendu autour de 5 millions de moteurs tous types confondus. Ces petits moteurs ultramodernes sont symboliques de cette nouvelle forme d'aviation. 100 chevaux dans un petit bloc comme ça, c'est magique. C'est des moteurs très fiables. L'entretien se limite souvent à une vidange, filtre. Tant qu'on respecte ces paramètres et les températures de fonctionnement, le moteur fait 2000 heures sans problème. C'est fini le bricolage, tout est étudié pour que ça marche, et ça marche. On a une autonomie énorme, la machine a 2 fois 30 litres, pour celle-là qui volerait... Et les autonomies de 1000 km, c'est courant. Les gens ont encore les clichés des fois des tondeuses volantes et tout, mais c'est fini. On est autrement plus sérieux qu'à l'époque. Qu'il y a 20 ans, quand j'ai commencé, on dira. C'est de l'aviation. C'est de l'aviation, sous toutes ses formes. Il y a même des ULM planeurs et des ULM motoplaneurs qui explorent le monde du silence. L'ULM est une discipline jeune, hein, et elle a beaucoup encore à... Bon, quand je dis jeune... Elle a 30 ans quand même. Elle a 30 ans, mais c'est jeune par rapport à l'aviation générale. À une certaine époque où l'ULM était que des morceaux de tubes, de toile, etc., avec des petits moteurs,
Aujourd'hui, on arrive à avoir des machines qui sont optimisées et qui demandent une attention plus particulière au niveau de la maintenance. Dans les ULM, aujourd'hui, il y a des avions, appelons-les comme ça. Il y a les traditionnels, ce que beaucoup de gens ont tendance à considérer comme étant l'ULM de base basique et symbolique, c'est-à-dire le pendulaire. Il y a désormais, il y a de plus en plus, et on va en parler, d'autogires. Il y a des hélicoptères désormais en ULM, il y a des planeurs en ULM. Donc pratiquement toutes les catégories de machines volantes existent en version ULM. L'ULM du départ, lorsqu'on a mis en place, lorsque l'administration a mis en place ces arrêtés, elle n'aurait jamais pensé, il y a 30 ans, voir venir ce que l'on a aujourd'hui avec ces 6 classes et ces différentes machines. Jamais on n'aurait imaginé ça. Moi, le premier. C'est quasiment une révolution. Moi, le premier. Ces produits. Et c'est vrai que c'est l'évolution. Hein, et puis c'est fabuleux et c'est merveilleux, je dirais, parce que ça fait avancer la technologie. Il y a désormais des ULM avec des tableaux de bord d'Airbus, mais aussi des engins absolument dépouillés. Nombre d'ULM sont équipés d'un parachute de secours, luxe quasiment inconnu en aviation traditionnelle à de rares exceptions près. La consommation d'un ULM de voyage performant est de l'ordre de 6 litres au 100 km, mais la vraie valeur de cette forme d'aviation est de rester fascinante. Les machines sont fascinantes, même pour des aviateurs de métier qui ont un peu tout vu ou tout essayé. Michel, par exemple. Il pilote des hélicos à travers le monde, des petits, des moyens et jusqu'aux plus gros, mais il habite non loin de Montpezat et un jour, sur la base, il est tombé en arrêt devant un autogire. Pourtant, au départ, il était méfiant, avec ses critères d'aviateur venus de la grande industrie. Mais il a regardé là où il fallait, par exemple du côté de la tête de rotor, qui est le cœur vital de toute voilure tournante. Il a essayé avec circonspection et il a découvert que ces engins, 6 fois moins chers à l'achat et à l'exploitation que le plus petit hélico traditionnel, offraient une joie de voler absolument immense. Bien entendu, ça reste de l'aviation. Et il ne faut pas déroger aux grands fondamentaux érigés en dogme depuis plus d'un siècle qu'on vole. Le manche sur l'avant au décollage avant de centrifuger. Il faut apprendre et comprendre et absorber intimement des concepts et des pratiques nouvelles. 370 tours. Et là, après, il est en autorotation. Dans un autogire, l'amateur de technologie se retrouve comblé. On en vient même à être très très étonné de la qualité intellectuelle et technique investie par leurs créateurs dans ces engins qui auraient sidéré Jules Verne. Voilà. Et là, il est impossible de bouger le manche. Ce qui étonne, par exemple, c'est le système de prélancement du rotor qui permet de bien mieux décoller et plus généralement l'autorité qu'a le pilote sur le fonctionnement du rotor. Puisque l'air arrive par-dessous, là, c'est le principe du... Michel en deviendrait lyrique. Et il ne reste donc plus qu'une chose à faire, aller voler. Si un ingénieur extraterrestre se mettait dans l'idée d'inventer un petit vaisseau d'exploration de la planète Terre, capable de voler bas et très bas, d'une grande agilité et surtout simple et pas cher, il inventerait l'autogire. Allez, parez au lancement.
L'une des machines de base permettant la découverte du pilotage des multi-axes est un biplace conçu par des Toulousains et baptisé Ninja. Des centaines de ces machines volent de par le monde et ont formé des dizaines de milliers de pilotes. Sur la base près de Montpezat passent donc des aviateurs de tous horizons. Des Européens, mais aussi des pilotes venus des dom-toms, car l'ULM a trouvé ses marques à travers les îles, les archipels et les territoires éloignés où sa simplicité fait merveille. Marc fait partie de ces pilotes venus de loin pour qui Montpezat est une sorte de port d'attache. T'es arrivé quand là? Alors ça fait une semaine que je suis sur la base. Là. Et tu repars tout à l'heure? Je repars tout à l'heure. Marc, ça c'est un Ninja, c'est un ULM on va dire basique, c'est un peu une Jeep. Oui. Et toi tu es un pilote d'ULM qui justement a besoin de machines relativement basiques parce que tu voles où? Tu voles dans quelles conditions? Moi je vole en Guyane française et c'est vrai que du coup on a besoin de machines qui peuvent se poser court, assez solides, faciles à piloter. L'inconvénient de la Guyane c'est pour voler en sécurité, donc quand on vole sur roue, on vole surtout au-dessus des routes. Après, on a un gros avantage, c'est qu'on a beaucoup de rivières, beaucoup de lacs, de marécages. Donc du coup, on transforme les machines en amphibies ou sur flotteurs. Et du coup, on peut voler un petit peu de partout en toute sécurité. Ton idée est à partir de machines un peu dans le genre de celle-là, de développer un produit touristique voilà. d'exploration, on va dire. Pour les pilotes avions et ULM, donc les pilotes avions ont juste à passer une équivalence pour pouvoir piloter un ULM et remonter le fleuve frontière entre le Suriname, qui fait 350 km de long, où on survole la forêt amazonienne, on s'arrête dans des villages amérindiens et en même temps il y a des structures confortables qui permettent le soir de dormir dans de bonnes conditions. Et donc tu es venu à l'ULM aussi un peu par philosophie, non? Oui, alors après ce que j'aime beaucoup dans l'ULM c'est qu'on vole, on apprend à voler en sécurité. C'est-à-dire quand on pilote un avion, souvent on croit que l'avion ne va jamais tomber en panne. On fait des approches au moteur, tandis que l'ULM, c'est une autre philosophie, c'est qu'on imagine toujours que la machine va tomber en panne. Donc on apprend à voler en toute sécurité, et si même aujourd'hui je revole en avion, j'aurai toujours cette philosophie de me dire « Ah, là je suis pas, faut que je sois à telle hauteur » ou je me pose sans le moteur. Quand on survole un environnement aussi délicat, voire même franchement hostile à certains moments que la Guyane, le nord de la Guyane, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont quand même une certaine réticence à voler dans des machines a priori relativement légères, fragiles et délicates? Alors, le gros avantage, c'est pour ça. Alors, en fait, au niveau sécurité, on met les machines sur flotteur. Par exemple, quand on remonte le fleuve Maroni, où c'est aussi, j'aimerais proposer la frontière du Brésil, le fleuve Oyapock, c'est comme si on suivait une piste de 300 km. La moindre panne, le moindre problème, on se pose tout de suite. Marc est donc venu passer ici ce qu'on appelle des DNC, des déclarations de niveau de compétence. Voilà, prêt à voler. Les DNC définissent quelles activités un pilote d'ULM professionnel peut entreprendre pour gagner sa vie, comme l'épandage, la photo aérienne ou le remorquage de banderoles. Mais évidemment, il faut s'entraîner et apprendre. Alors parlons maintenant de ce qui fâche. Parce qu'il ne faut pas non plus, tout le monde n'est pas beau et tout le monde n'est pas gentil. La saison 2015 est une saison qui, sur le plan de la sécurité des vols en ULM, a mal commencé, avec un certain nombre d'accidents mortels. Alors, c'est vrai que cette année, on est dans une année noire. Donc, pour préciser les choses, on en est dans les 2 premiers mois de l'été 2015, on en est à une quinzaine de morts. On n'était pas habitué à avoir une accidentologie aussi importante.
On n'a pas toujours les réponses à tout. Mais par contre, il faut qu'on essaye de comprendre. Il faut qu'on essaye de comprendre ce qui se passe. Et s'il y a quelque chose, et il y a certainement quelque chose à faire de ce côté-là, notre fédération doit être interpellée à ce niveau-là pour pouvoir diminuer ce début d'année qui est assez désastreux. S'il y a des accidents et qu'ils sont en majorité imputables à du comportement humain, il y aurait une tendance naturelle et facile qui consiste à enfoncer les portes ouvertes et à dire on va réglementer. Réglementer, oui, on peut, mais réglementer qui, comment, quoi, je pense qu'il faut plutôt faire des actions de responsabilisation un peu plus poussées qu'elles ne sont à l'heure actuelle. Comme on l'a dit au début, nous sommes des gens responsables. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut enfoncer le clou. Il faut qu'on soit plus responsable. C'est de la formation alors. C'est de la formation, c'est de la formation, mais c'est de la formation de facteurs humains. Je ne remets pas dans ces accidents en cause la compétence pratique des pilotes, des pilotes ou de certains instructeurs, mais c'est des prises de décision, c'est ces mauvaises prises de décision qu'il y a eu, qu'il faudrait peut-être remettre à l'ordre du jour dans notre système de formation. L'une des activités professionnelles les plus répandues dans le monde de l'ULM est celle des baptêmes. Souvent, le public curieux des sensations du vol intégral demande à effectuer un vol en pendulaire, le pendulaire étant synonyme pour beaucoup de l'ULM classique. Le pendulaire a été imaginé à partir d'une aile volante triangulaire et articulée, faite de toiles tendues sur un châssis de tube et inventée dans les années 60 par un chercheur travaillant à l'époque pour la NASA, Francis Rogallo. L'aile Rogallo est tout simplement géniale de simplicité. Et dans les années 60, les pilotes de recherche du centre d'essai en vol d'Edwards en Californie, dont un certain Neil Armstrong, avaient fait voler un drôle d'engin qui allait devenir l'ULM pendulaire. Longtemps après Neil Armstrong, une Bretonne aventureuse nommée Isabelle s'est essayée à voler en pendulaire et très rapidement, elle s'est retrouvée contaminée par le virus du vol. Ça a été au départ le pendulaire, c'est ce qui m'attirait le plus. Ensuite, je me suis rendu compte que le pendulaire était quand même limité par rapport à l'aérologie. Je me suis dit pourquoi pas essayer le 3 axes. Donc le 3 axes et éventuellement l'autogire par la suite. Et le pilotage, c'est une discipline ? C'est une discipline, il y a une technicité à apprendre, c'est quelque chose, c'est pas un jeu, il y a des dangers, c'est pas quelque chose, c'est pas un loisir qui est sans danger. Donc à cela on est formé, on a des cours de théorie et de facteurs humains donc, qui nous expliquent tout ce qu'on va pouvoir rencontrer comme soucis dans le pilotage. Et je pense que dans la vie au quotidien, sur Terre, c'est quelque chose de très utile aussi. C'est un comportement à avoir. Du moins, moi, je le ressens de cette manière et je le prends de cette manière-là. Il y a un mot intéressant, c'est celui d'émotion. Il y a des gens qui volent parce que c'est utile, il y a des gens qui volent parce que c'est un métier, il y a des gens qui volent pour des tas de raisons, et il y a des gens qui volent pour les émotions que procure le fait de... Le fait de voler, ouais. Je crois que la plupart, effectivement, des gens qui sont ici le font pour le plaisir, pour l'émotion qu'on y prend et surtout l'émotion qu'on peut communiquer par la suite quand vous obtenez votre remport passager. Le fait, je pense que le plus important, parce que voler seul, ok, c'est génial, beaucoup d'émotions, mais je pense que le principal pour moi et pour la plupart des gens qui sont ici, c'est de pouvoir le partager avec quelqu'un d'autre. Et ça, c'est un merveilleux cadeau, finalement, de voir la personne qui redescend, d'avoir plein d'étoiles dans les yeux, le sourire jusqu'ici. C'est une belle récompense pour le pilote. Voler, ça rend heureux ? Ah oui, ça rend vraiment, vraiment heureux, ouais. Si c'était à refaire ? Ah, je le referais, sans hésitation. Sans hésitation, aucune. Que du bonheur.
Pour revenir à Dominique Merreuse, il avait coutume de dire que l'ULM, c'est un esprit. C'est une manière de voir le vol. Comment tuer l'esprit ULM? Tuer l'esprit ULM, c'est très simple, c'est le réglementer. C'est tout ce que Dominique a combattu pendant tout au long de son mandat, qui a été merveilleux, ces différents mandats, et qui devrait perdurer parce que cet esprit, il y est, il est là. Et donc, notre combat perpétuel, c'est dès qu'il y a dès qu'on entend parler d'un semi-bribe de début d'arrêté ou de projet quelconque, d'y être très attentif. Attention, tous les arrêtés ne sont pas négatifs, loin de là. Mais il y en a beaucoup qui ne vont pas résoudre le problème. De nos jours, les Gaulois ont beaucoup moins peur que leurs ancêtres que le ciel leur tombe sur la tête. Du coup, l'aviation et sa fille, l'astronautique, sont devenus l'un des principaux gagne-pains de cette nation nommée France. Pour en arriver là, il a fallu des siècles et des montagnes de talent, de travail, de courage et aussi de rêve. Toute réalisation importante commence par un rêve, un désir, une envie irrépressible. Le rêve est ce qui baigne le petit monde des aviateurs de la petite aviation, des champs et des forêts. Sans rêve, pas d'avenir pour les épopées du plus haut ciel. Sans rêve, pas d'Airbus, ni d'Ariane. Et du coup, en fin d'après-midi, on est parti avec un pendulaire et l'autogire-blanc, tourné autour du très vieux et très beau moulin de Montpezat, qui a des ailes depuis des siècles, mais lui n'a pas appris à voler.